osve.org. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 8h10, nous retrouvons Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro, fidèle au poste. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Un conseil des ministres a adopté hier soir une loi spéciale palliant l'absence d'un budget alors que de plus en plus de voix plaident pour un 49.3. Pourquoi Sébastien Lecornu s'y refuse-t-il toujours ? Eh bien parce qu'il veut encore et toujours croire en la possibilité d'un accord avec les forces parlementaires. Alors ça peut ressembler à du déni, certains diront à de l'entêtement, puisqu'on a assisté vendredi à l'échec de la CMP, la commission mixte paritaire, en moins de temps qu'il fallait pour le dire. Mais justement, pour Sébastien Lecornu, cet échec montre juste que le travail proprement dit de la CMP n'a pas été fait, à savoir cet examen article par article des propositions des uns et des autres. Et donc il veut croire que si chacun y met un peu du sien, un compromis n'est pas loin. Alors il est bien sûr trop tard pour faire ce travail avant le 31 décembre, d'où la nécessité de passer par cette loi spéciale, le temps d'établir une nouvelle copie budgétaire, mais il croit encore un budget adopté dans le courant du mois de janvier. Mais s'il ne veut toujours pas utiliser le 49.3, la discussion peut encore prendre des semaines, voire des mois, et rien ne dit qu'un accord soit cette fois trouvé comme par miracle. Vous avez raison, et c'est pour ça que la question du 49.3, sans être tranchée aujourd'hui, ne pourra pas être éludée éternellement. Il y en a un d'ailleurs qui pense cela, c'est Emmanuel Macron. Il a bien sûr autorisé son Premier ministre à jouer les prolongations pour la discussion budgétaire, mais vous savez, au foot, les prolongations ont quand même un temps limité. Et le chef de l'État ne veut pas que ce débat sur le PLF ressemble à un jour sans fin, ce sont ses propres mots, et il l'a dit hier soir en Conseil des ministres. Alors la ligne de crête est étroite, car s'il veut pouvoir compter sur la bonne volonté des forces politiques pour trouver rapidement un compromis, eh bien le Premier ministre ne peut pas leur dire d'emblée quoi que vous fassiez, on finira au 49.3. Et disons que Sébastien Lecornu, qui avait fait du renoncement au 49.3 le point de départ de sa méthode, ça ne lui a pas vraiment réussi, eh bien cette fois, son rétablissement sera le point d'arrivée de cette nouvelle tentative. Mais sur le fond, y a-t-il un compromis possible entre le gouvernement, la gauche, les macronistes et la droite ? Pour y arriver, il faudra quand même que Sébastien Lecornu change aussi sa méthode. Jusqu'ici, il semblait attendre que le Parlement s'accorde sur un budget. On a vu ce que ça a donné, des impôts en plus, aucune économie et un déficit qui se creuse. Il va quand même falloir que le Premier ministre s'implique davantage personnellement et présente sa propre copie. Ce n'est plus à lui d'attendre la copie des autres, c'est à lui de sommer les autres, de se positionner par rapport au budget qu'il va présenter. Vous savez, c'est un de ceux ou une de ceux qui l'a précédé qui le dit un peu sévèrement. Il ne faut pas qu'il oublie que dans chef du gouvernement, il y a chef. Alors, un deuxième tournant sera également nécessaire pour aboutir, c'est de se montrer un peu plus ferme avec les socialistes. Car sur le PLFSS, avec l'abandon de la réforme des retraites, ce sont les macronistes et la droite qui ont dû manger leur chapeau. Eh bien, au sein de l'exécutif, on commence enfin à dire que sur le PLF, c'est au PS de faire un pas et d'admettre qu'il n'y a pas que les impôts pour réduire les déficits. C'est sans doute un tel langage de fermeté qui a manqué jusqu'à présent. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur le Figaro.fr, sur l'application Radio Classique. À demain, Guillaume. Et non, pas demain, je vous quitte quelques jours. C'est pas vrai. Mais si. Vous serez remplacé demain. Par Célestine Gentilhomme. Eh bien, on lui fera le meilleur accueil. Je vous souhaite un joyeux Noël, Guillaume. Merci à vous et à tous les éditeurs. Bien mérité ces congés. Très belle fête de la Nativité. À plus tard, alors que le projet de loi spécial a été présenté hier, vous le disiez en Conseil des ministres, sans qu'on sache si le budget de la défense sera sanctuarisé, alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer la construction d'un nouveau porte-avions, je reçois l'ancien chef d'état-major des armées. Il publie chez Fayard pour le succès des armes de la France. Et cet ancien chef d'état-major des armées, c'est le général Pierre de Villiers. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Général Pierre de Villiers, vous publiez ce livre, on va en parler dans un instant. Vous avez écouté attentivement, comme chaque jour je crois, l'éditorial de Guillaume Tabar. Quand il évoque le manque de chefs aujourd'hui, et pas simplement de chefs du gouvernement, ça doit vous parler. Chirac disait un chef ça sert à cheffer, ça cheffe pas beaucoup on dirait en France. Oui, c'est sûr qu'il y a une crise de l'autorité, un fossé qui s'est creusé entre ceux qui décident
et le reste de la nation. Ce fossé se creuse chaque jour. C'est très préoccupant. Et on n'a pas le monopole en France, c'est dans l'ensemble des démocraties européennes. Nous sommes le maillon faible du monde aujourd'hui. Et ce qui me préoccupe, c'est que finalement le fort attaque le faible. C'est dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons. On manque d'hommes pour incarner le chef ? Je crois que on manque de chefs, incontestablement. On manque de leaders. On a beaucoup de managers, on n'a pas assez de leaders. Pierre de Villiers, on va revenir à des affaires budgétaires. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, expliquait avant-hier qu'en l'absence de budget, on suspend tout ce qui n'est pas essentiel, et notamment les investissements en matière de défense. Alors, elle n'a pas dit que les investissements en matière de défense n'étaient pas essentiels, mais elle a dit qu'on paraît au plus pressé. Et elle a cité le lancement du chantier du nouveau porte-avions français, confirmé dimanche par Emmanuel Macron. Et elle a expliqué, Amélie de Montchalin, qu'on ne peut pas signer les premières études si on n'a pas un vrai budget. Est-ce que cela vous inquiète ? C'est très préoccupant parce que nous sommes aujourd'hui à 50 milliards. 50 milliards duquel il faut enlever l'inflation depuis 2017. Nous étions à 32 milliards en 2017. Et là, en 2 ans, nous sommes censés avoir 14 milliards de plus. 6 milliards 7 pour l'année prochaine. Pour le moment, ces 6 milliards 7 n'existent pas puisqu'il n'y a pas de budget. Donc nous sommes sur la reconduction intégrale du budget 2025. Évidemment, pendant ce temps-là, les industriels attendent les commandes et la machine est à l'arrêt. Vous aviez démissionné en 2017 sur la question des moyens accordés à la défense. Est-ce que vous avez le sentiment que 8 ans après, vous avez été entendu ? Alors, j'ai été entendu, oui, bien sûr, parce qu'il y a eu une augmentation, et je salue cet effort. Mais je relativise cette augmentation, puisque nous avons eu 18 milliards, duquel il faut enlever l'inflation. Nous avons 8 milliards de report de charges, c'est-à-dire de l'argent qui n'a pas été versé aux industriels, une forme de dette en quelque sorte. Et puis, nous avons donné beaucoup de matériel à l'Ukraine. Donc, quand vous enlevez tout ça, c'est 50 milliards qui ne sont pas réellement 50 milliards. Et simultanément, nous avons un monde de plus en plus instable et on voit bien que le réarmement devrait être massif. Nous n'avons pas pris à ce stade les mesures qu'il faudrait prendre, notamment la fameuse économie de guerre pour simplifier la bureaucratie et les procédures administratives et accélérer la fabrication des équipements. Vous parlez d'économie de guerre. Alors pour l'Europe, il y a cette prise de conscience tardive à vos yeux. Pour la Russie, on voit bien qu'elle est en économie de guerre, évidemment. Mais dans le journal de 8 heures, on citait Donald Trump qui relance la construction de bâtiments, d'équipements militaires, qui a de grandes ambitions. Il veut même donner son nom à certains de ces bâtiments militaires. Que vous inspire la posture américaine, qui n'est pas qu'une posture d'ailleurs. L'économie américaine en mode guerre, de la part d'un président qui vise le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Pierre de Villiers ? Je ne suis pas surpris par la nouvelle stratégie américaine. On la sentait venir déjà en 2017. C'était un des facteurs qui m'avait marqué dans le livre. Je raconte cette réunion avec le président Trump le 13 juillet 2017, où je sentais progressivement qu'il se tournait vers le Pacifique, vers la mer de Chine, vers son adversaire potentiel, réel, la Chine. Et pendant ce temps-là, notre Europe continuait, en quelque sorte, à être dans une forme de somnambulisme, de myopie collective. C'est ça, la situation en 2017, qui a fait que je voyais haute pression, basse pression. D'un côté, les États-puissances qui réarmaient de 5 à 10% depuis une vingtaine d'années, et de l'autre, les démocraties européennes à l'arrêt. Et puis, j'ajoute le terrorisme islamiste radical qui progressait, et on le voit encore aujourd'hui, notamment en Afrique, mais pas que, en s'appuyant sur des mouvements organisés ou sur des individus radicalisés. Non, ce monde est très instable et il n'est plus régulé par les organisations internationales, les stabilisateurs automatiques qui n'arrivent plus à réguler ces pressions qu'il y a partout. C'est ce que vous expliquez dans le livre, vous le faites très clairement et il y a quasiment une dramaturgie, enfin c'est formidablement écrit, vous racontez ça très bien. J'aimerais quand même revenir sur ces années 2015-2017. Vous êtes chef d'état-major des armées avec François Hollande et puis quelques semaines, quelques jours avec Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de militaires en France, il y a beaucoup de généraux, il y a l'école de guerre, il y a des expertises stratégiques avec des think tanks inspirés par des militaires.
À quand remonte la prise de conscience du décrochage américain et est-ce que la sonnette d'alarme, l'alerte a été suffisamment sonnée par les militaires? Alors, America First, on l'a senti venir, moi, dès 2015, je sentais bien venir ce décrochage. Et les premiers attentats, le 7 janvier 2015, on a fêté les 10 ans de l'anniversaire de l'attaque sur le Bataclan. Tout ça m'a montré que le monde était en instabilité permanente, en déséquilibre. Il était devenu volatile. Et c'est là que j'ai repensé à la phrase de François de Rose, un grand ambassadeur de France, qui dans les années 90 disait « Il faut penser l'impensable ». Les fondamentaux n'existaient plus. Et dès 2015, je sentais bien ce décrochage progressif américain. Mais entre les attentats du Bataclan et le fait que les États-Unis se sentent de moins en moins partie prenante de l'OTAN, il y a un fossé, il y a un écart. Oui, mais les mouvements stratégiques, c'est lent. Et on voit les effets progressivement. Et ce mouvement était en marche. Les Américains, déjà à cette époque, estimaient qu'ils payaient plus de 50% de l'OTAN et que c'était pas normal, que les Européens ne faisaient pas le job. Ils me le disaient, moi, mon homologue américain, et qu'il fallait à tout prix accroître l'effort de défense et qu'à un moment ou un autre, il y allait avoir ce décrochage. Nous y sommes. Qu'est-ce qui peut changer la donne? Dépenser plus? Une défense européenne? Qu'est-ce qui, selon vous, permet de rattraper le temps perdu? Parce que votre livre, il pourrait avoir un titre proustien, hein, ça pourrait être « À la recherche du temps perdu ». Oui, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Et c'est jamais bon d'avoir raison trop tôt. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Ce qu'il faut, c'est réarmer massivement. Seule la force fait reculer la violence. Et si vous voulez préserver la paix, il faut être fort. Et civis pacem parabellum, c'est la devise de l'école de guerre, c'est ce que j'ai appris dans les années 90. C'est vieux comme le monde. Dans la nature, les animaux, c'est les forts qui attaquent les faibles. Donc il faut réarmer. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les militaires, c'est d'ailleurs le reproche que les politiques leur font, vous demandez des augmentations budgétaires tout le temps. Donc ils se sont habitués à vous entendre dire il y a danger, il y a danger, il y a danger. Et puis ça a duré 40 ans, et puis maintenant qu'il y a un vrai danger, c'est comme ceux qui crient au loup. Qu'est-ce qui s'est passé dans la communication avec les politiques pour que ça marche pas, ça marche plus, qui vous écoutent pas au moment où ils devaient vous écouter? Oh, il n'y a pas pire sourd que celui qui veut pas entendre. Et puis c'est vieux comme le monde là aussi. Je cite dans le livre 70, 14, 39. 3 situations radicalement différentes, mais avec un point commun: crise politique, crise économique, crise sociale, crise financière, endettement massif, incapacité de réarmer, défaite. Ce mécanisme est toujours le même. Et ma crainte, c'est que nous terminions le mécanisme bientôt et que nous allions à la défaite. C'est pour ça que j'ai écrit pour le succès des armes de la France. Vous évoquez donc les changements géopolitiques, scénario catastrophe. Imaginons que notre partenaire allemand, que l'AfD, le parti d'extrême droite, accède au pouvoir. C'est un parti qui est ouvertement favorable à la Russie, qui regarde Poutine avec des yeux très indulgents. Vous imaginez qu'un jour, l'Allemagne réarme, non pas pour faire la guerre à la Russie, comme c'est son intention aujourd'hui, ou en tout cas pour se défendre de la Russie, mais pour faire la guerre à la France? Alors moi, je dis, et dans l'armée, on a une cellule de planification qui s'appelle le J5 et qui envisage tous les scénarios possibles, y compris les plus invraisemblables et les plus pénalisants. Aujourd'hui, il faut suivre de près la remontée en puissance militaire de l'Allemagne, avec une contrainte qu'ils n'ont pas, eux. Ils ont une économie solide et ils ne sont pas endettés comme nous. Et quand on voit les chiffres qu'ils annoncent, alors je me méfie toujours un peu des chiffres, quant à leur réarmement, je pense que si nous continuons comme cela, dans 10 ans, nous ne serons plus l'armée française, la plus grande armée d'Europe, ce sera l'Allemagne, qui néanmoins a un sujet, c'est sa loi fondamentale qui lui interdit de faire la guerre. Et la culture opérationnelle d'une armée, c'est quand même important. Ils ont changé leurs principes fondamentaux en matière d'endettement, ils pourraient changer leurs principes fondamentaux en matière militaire. Tout est possible. Tout est possible, nous dit Pierre Devilliers, qui publie donc Pour le succès des armes de la France chez Fayard. C'est l'invité de la matinale de Radio Classique ce matin. Qui est notre ennemi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, notre ennemi, j'ai un chapitre, le 2e chapitre dans mon livre là-dessus, parce que c'est important de définir l'ennemi. Vous savez, dans les conseils de défense, c'est la première question qu'on pose. Qui va nous attaquer, mon général ? Il y a deux lignes de conflictualité majeures depuis 2015. La première, c'est le retour des États-puissances pour l'essentiel des anciens empires qui cherchent à regagner leur influence perdue, qui réarment de 5 à 10% depuis une vingtaine d'années. On peut citer la Chine, la Russie, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Inde, l'Iran, tous ces grands pays qui aujourd'hui sont de plus en plus puissants. Et puis simultanément, de manière distincte mais pas disjointe sur le terrain, le terrorisme islamiste radical, qui est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés et à la remplacer par la charia. On a subi ce phénomène, notamment en 2015. Moi, j'ai ça dans ma chair, si vous voulez. Je l'ai vécu, ce phénomène des attentats. On le voit périodiquement. On l'a vu en Australie récemment. Et ce n'est pas terminé. Donc, nous faisons face à ces deux lignes de conflictualité. Et il y a un troisième phénomène, c'est le décalage démographique entre l'Occident, singulièrement l'Europe, et l'Afrique, notamment l'Afrique, avec 1,3 milliard d'habitants en Afrique aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050. Inéluctablement, ils monteront vers le nord, me disait mon homologue nigérien, 7 enfants par femme, un peu plus même au Niger. Pierre de Villiers, qu'avez-vous pensé de la phrase de Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, quand il disait « Ce qu'il nous manque », c'était il y a 1 mois et demi, ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Il a aussi ajouté qu'il faut savoir accepter de perdre ses enfants, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Que vous inspire cette formule ? Il a raison ou il a tort ? Alors les mots ont donné lieu à une polémique parce que évidemment le mot enfant a une connotation dans la mobilisation de 14-18 par exemple, mais c'est les enfants de la patrie. Oui, en l'occurrence ce sont des soldats professionnels qui iraient dans le cas de figure qu'il décrivait sur l'article 5 de l'OTAN, peut-être lutter contre la Russie qui envahirait au conditionnel les États baltes. Non, moi je crois que là où nous avons un souci, c'est l'unité nationale. Nous sommes dans un pays très fracturé. Que se passerait-il en France si nous nous retrouvions dans une situation analogue à l'Ukraine ? Et mon dernier chapitre dans le livre, c'est le réarmement des forces morales. Nous, les militaires, nous savons au combat. Les forces morales, c'est décisif pour ne pas reculer face au danger, face à l'hypothèse de la mort. Et je crois que nous devons retrouver l'unité nationale dans l'éducation nationale, dans les familles, dans la société. Ça, c'est une vraie affaire de volonté politique. Le service national obligatoire, enfin non pas obligatoire, basé sur le volontariat, c'est une bonne démarche ou c'est une goutte d'eau ? Oui. C'est une bonne démarche, c'est un bon début. Surtout, ça met fin au service national universel, qui était une fausse bonne idée. Je l'avais dit au président avant qu'il ne l'annonce. Parce que la bonne idée, c'était la cohésion nationale. La fausse bonne idée, c'était que ça s'adressait à des mineurs pendant quelques semaines. Si vous voulez, c'est les gentilles colonies de vacances. On en a marre de ce genre de dispositifs qui ne produisent pas d'effet en termes de cohésion nationale et qui coûtent cher. Le service militaire tel qu'il a été annoncé, c'est un bon début. Un dernier mot, Pierre de Villiers. À un moment donné, vous étiez l'idole de certains gilets jaunes qui souhaitaient vous porter au pouvoir. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui ne vous intéresse plus du tout, qui vous a effleuré ? Ma démarche dans mon livre, elle est politico-militaire, parce qu'on ne peut pas séparer les affaires militaires de la stratégie générale politique. Mais mon but, au travers de ce livre, c'est de mettre sur la table le sujet de la défense pour que nos dirigeants actuels, et surtout nos dirigeants futurs, parce que nous avons des échéances électorales majeures à venir, prennent en compte la gravité de la situation par rapport à nos moyens réels, la gravité d'une guerre potentielle par rapport à cette belle armée que nous avons, mais qui n'est capable que de faire des opérations de guerre. Le général Pierre de Villiers au micro de Radio Classique. Merci général d'être venu parler à nos auditeurs. Je rappelle le titre de votre livre, Pour le succès des armes de la France. Ça vient de paraître chez Fayard. À bientôt. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres. Aujourd'hui, Anne de Guigné et Jean-François Colossimo.